Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la passerelle. Donc je suis Tania, je suis votre hôte aujourd'hui et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un tout jeune papa qui s'appelle Tommy, avec qui on va parcourir le regard que porte un papa, le vécu que peut avoir un papa par rapport au postpartum. Donc je me rappelle, le postpartum, c'est la période juste après l'accouchement qui revient, qui va jusqu'au retour de couche et qui parfois, selon certaines études, peut aller jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Alors, je vais dire déjà bonjour Tommy, comment vas-tu? Salut Tania, nickel et toi? Ça va très très bien. Est-ce qu'il fait beau chez toi aujourd'hui? Il fait super beau. Ah. J'ai hâte d'aller me balader. Bon, tu pourras juste après le podcast alors. Alors, Tommy, est-ce que tu peux te présenter à ma communauté? Voilà, d'où tu viens, qui es-tu et de qui est constituée ta tribu aujourd'hui? Ok. Eh ben déjà, salut la communauté, très content de pouvoir partager avec vous. Donc moi, c'est Tommy Bossuet, j'ai 33 ans. Je viens de la région Rhône-Alpes, Tain-l'Hermitage exactement. Et donc, je suis mariée à une femme formidable qui s'appelle Cindy Bossuet depuis le 20 juin 2020. Et j'ai la chance aussi d'avoir un fils qui s'appelle Julian, qui est né le 21 octobre 2020. Et voilà, j'ai eu des très beaux événements sur l'année 2020, quoi. Voilà. Un mariage et un loulou. Ok. Tommy, est-ce que... Alors, on va partir pour pouvoir raconter un petit peu aux auditeurs, un petit peu. On partira au moment où Cindy va rentrer de l'accouchement, d'accord, ou de la césarienne, tu nous diras, parce qu'on fera avec elle un podcast où elle parlera de son accouchement et de son postpartum. Donc nous, avec toi, on fera un point de départ qui sera voilà, bébé est arrivé, Cindy revient en chambre. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un papa? Qu'est-ce qui se passe à travers les yeux d'un papa? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Aujourd'hui, en fait, voilà, en toute intimité, on va essayer de partager avec toi et avec la communauté ton expérience de tout jeune papa à travers justement le postpartum de ta femme. Alors personnellement, directement en arrivant dans la chambre, alors on était dans une mini-chambre, c'était même pas une chambre, c'était un endroit transitoire parce que tous les lits étaient occupés. Mhm. Mais nous, on était sur un petit nuage avec ma femme. Et voilà, c'était surréaliste en fait de voir ce petit bébé qui puisse être mon fils. Je crois que je réalisais même pas. Et puis cette fragilité, il fermait les yeux quand il y avait la lumière. Il était déjà trop chou. Mhm. Et il a dormi sur ma poitrine toute la première nuit. Donc ça c'était magique quoi. Moi j'ai quasiment pas dormi parce que j'étais par terre. J'avais tout pourri. Mais c'était un souvenir inoubliable parce que avoir son fils contre soi en peau à peau toute la nuit, ça c'était oufissime quoi. Par terre mais heureux. Ce qui m'a pas plu, c'est sûr qu'on aurait pu commencer dans des meilleures conditions, dans un vrai lit et tout, parce que c'est vrai que c'était compliqué la nuit par terre quand même. Ouais, c'était par rapport au manque de place, c'est ça que tu avais eu ces conditions en fait d'accueil. Oui, on était dans une période de Covid, il n'y avait pas beaucoup de chambres disponibles, c'était un petit peu, tout le monde était un peu débordé, tendu, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Donc, on se doutait pas que les hôpitaux pouvaient être autant à la dèche, quoi. C'était un hôpital public. Oui, un hôpital public. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont arrivés après en maternité devaient amener leurs oreillers et leurs couettes. Ah oui? Parce qu'il n'y avait plus de disponibles. D'accord. Voilà, on s'est dit, non, mais à plusieurs milliers d'euros, la chambre, c'est compliqué. Enfin, l'hôpital, c'est quand même un comble. Ouais, c'est quand même, ouais, effectivement, quoi. Ah oui, quand même, à ce point. D'accord. Ok. Là, on a atterri, quoi. On s'est dit, on a compris pourquoi les infirmiers manifestaient depuis des années, quoi. Ouais. Oui, là, t'as vécu, entre guillemets, voilà, l'envers du décor et ouais, t'as pu quand même comprendre ce qui se passe. D'accord, ok. Ça a duré que la première nuit, Tommy, ou pas? Ou ça a été comme ça tout le séjour? Le lendemain, on nous a trouvé une chambre. Mm-hmm. Voilà. Et ce qui m'a choqué, en fait, c'est le balai incessant des infirmières, des aides, des médecins. Toutes les 2 heures, il y a quelqu'un qui venait nous déranger. Du coup, c'était ultra compliqué de dormir. Mm-hmm. On avait déjà quasiment passé une nuit blanche. Ma femme était très fatiguée suite donc
sa césarienne, parce qu'en fait, elle a eu une césarienne, elle a une dysplasie à la hanche. Donc, pour plus de sécurité, on est parti sur une césarienne. Et vraiment, c'était très intense le rythme en fait des visites. On n'était jamais tranquille, on ne pouvait pas se reposer. Ouais. Là, on l'a super mal vécu. Et en plus de ça, voilà, on veut nous donner plein de conseils. Au début, on a des parents, on est un petit peu perdus. Mais on n'était pas du tout alignés avec les méthodes de faire des sages-femmes ou des aides-soignantes. Et puis on dirait que chacune avait un discours différent, donc c'était un peu compliqué de suivre, quoi. D'accord, oui, donc c'est un petit jeunes parents, voilà, qui découvrent avec des conseils qui sont désordonnés et parfois contradictoires. Enfin voilà quoi, l'entrée, le démarrage de la vie de parents commence de manière un petit peu houleuse, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Et en plus, tout de suite, il y a la problématique de l'allaitement. Donc, on croit que c'est super facile, mais en fait, c'est pas du tout inné. Il faut attendre la montée de lait. Le bébé, il faut qu'il veuille bien prendre. Au début, il est super fatigué, donc il a tout envie de dormir. Donc, on ne sait pas s'il faut le laisser dormir ou s'il faut le mettre au sein. Les femmes, elles arrivent en speed, elles n'ont pas beaucoup de temps, elles veulent le mettre en sein à tout prix, alors que lui, il veut pas. Donc, du coup, on était super mal à l'aise et ça a été vraiment un peu traumatisant. À vivre, quoi. D'accord, même en tant que papa, voilà, t'as quand même senti le décalage et puis le fait de se dire c'est pas le petit, il a envie de dormir, on a envie de dire mais laissez-le dormir, quoi. Enfin, il sait s'il a faim ou quoi, s'il a faim ou pas, quoi. Oui, de pas aller contre son rythme. Comme on est inexpérimenté, on sait pas quoi faire et puis qu'elles sont très directives et très speed, on se laisse un peu embarquer dans le truc, quoi. Et après, quand elles partent, on se dit c'est pas comme ça qu'on aurait voulu faire, quoi. Oui. Notre enfant nous dit que c'était pas comme ça qu'on voulait que ça se déroule, quoi. Ouais, d'accord. En fait, oui, tu as ressenti quand même, le fait de se dire, je deviens parent, des gens qui sont formés, normalement, sont censés être, entre guillemets, les moteurs et puis les formateurs de tout ça. Mais malgré ça, tu t'es quand même dit, par rapport à moi, ma vision de la parentalité, il y a quand même un décalage, quoi. T'as quand même déjà eu ce choc-là dès le début en te disant, c'est contre-productif par rapport à mes valeurs, par rapport au rythme de mon enfant. T'as quand même eu déjà cette alerte-là en tant que jeune papa, quoi. Oui, carrément. J'en avais discuté en amont avec pas mal de personnes qui me disaient tu verras à l'hôpital, on va te dire de faire plein de trucs. C'est très normé, il y a un protocole, tout ça. Et tu vas avoir plein d'avis contradictoires. En fin de compte, écoute ton instinct, n'écoute que toi. Tu dis oui, et tu fais ce que tu penses être le mieux pour ton enfant, parce que c'est toi qui le connais mieux. Elles sont là, elles passent en speed, elles font les choses pour faire les choses, mais elles n'ont pas de temps, elles sont stressées. La moitié du staff est en burn-out. Ils sont sous-effectifs, donc ils sont vraiment pas à l'écoute des besoins, malheureusement. Ouais, d'accord. C'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est que les conditions dans les hôpitaux, c'est tellement compliqué actuellement qu'ils ne peuvent pas le faire. Ouais, voilà. Ils vont au plus pressé et voilà, on devient plus des numéros que des êtres humains, quoi, en fait. Exactement, c'est vraiment ce qu'on a ressenti, quoi. Ouais, d'accord. Donc déjà, première douche froide. Ok. Elle est restée combien de temps, Cindy, dans l'hôpital public? Je ne vais pas dire une bêtise, mais je dirais qu'elle y est restée 3 jours. Le premier jour, ça s'est bien passé. Bon, comme l'accouchement, vous le verrez dans le prochain podcast, mais ça s'est bien passé. Donc, on avait le choix de partir dans une maison de repos. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. La maison de... Oui. Cool, c'était avec 8 lits. C'était beaucoup plus tranquille. Et en fait, comme Cindy était très fatiguée, au premier jour, on nous a demandé si on voulait y aller et on a dit non. Et du coup, on est resté 2 jours de plus dans l'hôpital, donc on est resté 3 jours. Mais en fait, on s'en est mordu les doigts parce que dès le 2e jour, quand on arrivait dans la chambre et qu'il y a eu ce balai incessant et tout ce stress, alors, non, franchement, on a fait une grosse erreur, on aurait dû partir, quoi. Ouais, dans la maison de naissance. Ouais, mais à ce moment-là, vous ne saviez pas. Enfin voilà, vous étiez loin de savoir qu'effectivement, ça serait à nouveau le bazar et puis l'inconfort par rapport à cette pollution, on va dire sonore et ok, d'accord. Ouais, et puis on était tombé première nuit sur un staff qui était super cool, super conciliant. Et puis le lendemain, dès la relève, on a compris que n'étaient pas tous sur le même taux vibratoire. Et ça, c'est important. Ça peut changer vraiment selon les personnes qu'on avait, quoi. Voilà, ça dépend vraiment des personnes, effectivement, des équipes, et puis ok. D'une manière générale, comment est-ce que si tu pouvais mettre des mots sur
le passage à l'hôpital public, qu'est-ce que tu as envie de dire? De positif et de négatif, ou alors que de négatif ou que de positif? Qu'est-ce que tu pourrais dire, en fait, sur le passage que vous avez eu pendant ces 3 jours-là? Bah, je dirais que... Alors, je vais commencer par le négatif. Mhm, Ils sont en sous-effectif. Il y a un manque de moyens qui est clair. Même pour acheter des choux, des feuilles de choux, mhm. ils n'ont pas, ils ont pas le temps, ils n'ont pas de budget. Enfin, je sais pas comment ils se débrouillent. Devoir venir avec son oreiller, avec sa couette, je trouve juste ça indécent. Et en plus, ils comptaient fermer encore 18 lits. Ils font 2500 accouchements, alors qu'ils ont une capacité de 1500 à l'année. Oui. Et donc, comme c'est des financiers qui gèrent les hôpitaux, et ben, du coup, ils mettent les moyens ailleurs. Et donc là, c'est juste catastrophique les conditions dans les hôpitaux. Donc ça, c'est vraiment un point noir. Euh, et puis, ben, le personnel, il se bat, mais avec ses armes. Et du coup, ben, c'est des gens qui sont en burn-out, quoi. Mm. Qui sont fatigués, qui sont éreintés, à qui on demande de faire des choses, le double de travail qu'ils pourraient fournir avec 2 fois moins de moyens. En fait, Ouais. Mm. du coup, on a fait vraiment une lettre à la fin en disant que c'était scandaleux, quoi. Mhm. Enfin, je veux dire, on est censé être dans un pays les plus riches du monde, et comment ça se passe dans les autres pays, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas. On entend qu'aujourd'hui, on lâche des milliards d'euros pour des sociétés comme Total et comme Renault pendant la crise, et on met même pas d'argent dans nos hôpitaux. Dans Quoi. nos eaux, ouais, voilà. Donc, faut arrêter, quoi. Ouais, C'était vraiment ça, c'était horrible. Après, la bouffe, c'était vraiment dégueulasse, la bouffe. Mm. On n'a rien pu manger, quoi. Nous, moi, j'ai réussi à sortir 1 fois par jour, et je suis allé chercher à manger, on avait prévu, quoi. Mhm. En plus, on leur dit que nous, on mange sans gluten, sans lactose. Ah, sans gluten, ils nous disent, ouais, le pain sans gluten, ça tombe bien, on en a. Pendant les 3 jours, on n'a jamais vu la couleur. Ah mince. Ils nous ont mis des pâtes. Et ils n'ont pas compris que les pâtes, c'était pas sans gluten. C'était pas, ouais. Enfin, ils ont eu faux, mais faux sur toute la ligne. Le seul truc qu'on a pu manger, c'est les compotes. Ah oui, donc ça fait un peu, ouais, ça fait un petit peu léger quand même, pour le coup. D'accord. Et puis, on nous dit qu'on en tient compte de ce qu'on leur dit. Et ils nous font cocher toute une liste. Et au Ouais. final, ils ont rien respecté de la liste, quoi. Ouais. Dans les faits, en fait, voilà, ils ont rien respecté. D'accord. Ouais, et puis le peu qu'ils nous ont donné, c'était immangeable, c'était Ouais, dégueulasse. c'était- Ça n'avait pas de goût, c'était dur, c'était froid. Enfin, voilà, on est dans un pays où on sait cuisiner. C'est déplorable la cuisine. Ouais, non, Déplorable. je suis d'accord avec toi. Et en point Par contre, positif, pour l'établissement qu'on a eu après, Ouais. j'en parlais, ils avaient vraiment un bon niveau pour la cuisine. Quoi. mhm, d'accord. Est-ce que tu as eu quand même des points positifs à l'hôpital ou pas du tout, pour le coup? Ouais. Oui, on a eu quand même des belles personnes qui sont venues. Mhm. On a eu des sages-femmes super avenantes. On voyait qu'elles étaient passionnées par leur métier malgré le stress, la pression. On sentait qu'ils avaient la pression, Ouais, mais elles étaient là par passion, quoi. d'accord. Et elles ne voulaient pas lâcher parce qu'elles étaient passionnées. On nous a donné on a eu de tout, mais on a eu quand même des bons conseils, des personnes avenantes, réconfortantes. Il y en a eu quelques-unes, donc voilà, il faut dire ce qui est. Ouais, il y a quand même, voilà. Il y a des bonnes personnes, quoi. D'accord, ok. Quand Cindy et toi, vous êtes passés à la maison de naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as envie de résumer cette expérience? En point positif et en point négatif. Ben, en fait, quand on est arrivé là-bas, on a senti que déjà l'atmosphère était beaucoup plus détendue. Il y a tout de suite un sage-femme qui nous a accueillis. Je ne sais pas si c'est un sage-femme. Donc en fait, il y avait 8 chambres et je crois qu'il n'y en avait que 4 qui étaient occupées en nous comptant nous. D'accord. Donc il y avait une aide-soignante et une sage-femme pour 4 chambres, quoi. Alors qu'à l'hôpital, ça devait être 4 fois plus, quoi. Donc du coup, détendu, souriant, avenant, pas du tout le même tempo, une tranquillité, ça courait pas partout dans les couloirs, il n'y avait pas de bruit. Parce qu'à l'hôpital, impossible de dormir, quoi. Il y a du bruit dans tous les sens, des alarmes qui sonnent, des enfants qui crient. Ouais, donc là, c'était hyper tranquille, quoi. Quand on arrivait là-bas, c'était le jour et la nuit, c'était la délivrance pour nous. Et on s'est dit,
putain, mais pourquoi on n'y est pas allé avant, quoi. Ouais, mais vous saviez pas. On a regretté, quoi. C'était c'était ouf, quoi. On était tranquille dans la chambre, il y avait moins de passages. On a pris le temps on prenait le temps de rester avec nous, nous expliquer les choses. Voilà, donc c'était ultra appréciable. Et la nourriture, putain, il y avait un cuistot de ouf. On s'est régalé. Le jour et la nuit quand même déjà. Au niveau environnement, au niveau accueil, au niveau... enfin tout quoi. Tout ce que tu aurais dû avoir, entre guillemets, à l'hôpital. Tu l'as eu dans la maison de naissance. Ouais, c'est ça. Et en plus, quand on sait qu'ils veulent la fermer, cette maison de naissance, alors que c'est une des rares maisons de naissance qu'il y a encore dans la région. Dans la région, ouais. Alors, les hôpitaux, ils sont débordés. Ils se retrouvent à deux mamans dans une même chambre. Et là, on s'aperçoit qu'on arrive là-bas, il n'y a que la moitié des chambres qui sont remplies. Il n'y a pas comme un problème de renoncer. Il y a quand même, D'un côté, ils menacent de fermer parce que c'est pas assez rempli. Mais de l'autre côté, c'est surrempli et ils n'envoient pas de monde là-bas. Mais voilà, ils pourraient un petit peu désengorger un côté pour se dire, voilà, on met un petit peu plus d'humains dans les accouchements, dans les accompagnements, et on envoie les mamans en maison de naissance, quoi, tout simplement. Ouais, on a vraiment senti que c'était vraiment une question on était des clients et c'était vraiment argent. Ouais. Rentabilité, en fait. Grave. Rentabilité. Ouais. Ok. Alors, là, on va dire, Cindy et toi, vous rentrez à la maison, Tommy. Comment ça se passe et comment ça s'est passé entre le moment où vous êtes sorti de ce cocon de la maison parentale jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, tu partages vraiment ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie, tu ne partages pas, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que toi, en tant que papa, en tant qu'homme, tu as vécu cette période? Est-ce que tu as reconnu des phases clés, des phases plus ou moins déstabilisantes ou pas? Comment est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ton esprit au quotidien avec ton fils et avec ta femme? Alors déjà, la maison de parentalité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, la maison de repos. De naissance, ouais. Ils nous ont proposé de rester autant qu'on voulait. Déjà, ils ne nous ont pas mis à la porte comme l'hôpital et il fallait absolument partir le plus rapidement possible pour libérer les chambres. Ouais. Mais en fait, ils avaient annoncé le reconfinement et du coup, les visites, je ne pouvais plus rester en fait la nuit. Donc là, on s'est dit non, c'est pas possible, il faut vraiment que je sois là. Donc on a décidé de rentrer, quoi. Sinon, on serait bien resté 2-3 jours de plus pour se reposer, quoi, vraiment. Donc on arrivait à la maison avec un soulagement d'être à la maison, enfin, qu'on allait tranquille, on n'allait plus être importuné et qu'on allait pouvoir faire ce qu'on voulait. Mais d'un autre côté, on était un petit peu terrifiés parce que on était livrés à nous-mêmes et on savait absolument pas quoi faire, quoi, dans plein de situations. Et on était tous les deux très fatigués, surtout Cindy était extrêmement fatiguée. La fatigue, plus le stress, plus le fait de ne pas savoir quoi faire, c'était très déstabilisant. Et du coup, les nerfs, ils étaient à vif. Ouais. Et du coup, le ton pouvait vite monter dans la maison parce que dès que Bébinou il faisait quelque chose et qu'on savait pas comment réagir, alors on a deux tempéraments totalement différents. Hein. La Miss est très prévoyante, mais très anxieuse. Donc elle a les qualités de ses défauts. Hein. Donc elle va surtout plus prévoir que pas du tout, mais par contre elle va beaucoup se prendre la tête en fait. Le bébé va commencer à tousser un peu, il s'étouffe, quoi. Donc alors que moi, le contraire, moi je suis très freestyle. C'est-à-dire je ne comprends rien, mais je suis très cool aussi. Donc j'ai des qualités de mes défauts aussi. Donc ça clashait entre moi qui ai tendance à dire tout va bien, et elle qui disait oh non ça va pas du tout, il faut appeler le médecin, il faut appeler les urgences, quoi. Et vraiment on a été tout le temps comme ça dans cette différence de point de vue, quoi. Ouais. Et donc après on a toujours suivi le principe de précaution. Donc on a souvent appelé les urgences pour poser des questions. On s'est fait beaucoup aider d'un ostéo qui venait d'avoir un enfant et qui s'occupe spécialisé pour les enfants. Donc on y est beaucoup allé au début. Ouais. Pas pour la consultation, mais juste pour les conseils. Ouais. Parce qu'en fin de compte, on avait l'impression
d'avoir personne qui pouvait nous aider, d'assez disponible pour nous donner des conseils, quoi. On n'avait pas de... On a trouvé une sage-femme, mais quand on avait besoin d'elle, on lui envoyait des SMS, on essayait de l'appeler, elle était débordée, elle ne répondait pas. Elle était... Ouais. Après, on avait d'autres personnes qui pouvaient nous aider, mais on n'avait pas forcément envie de les appeler ou de les déranger. Donc, c'était pas évident. On s'est retrouvés un peu livrés à nous-mêmes, quoi. Ouais, d'accord. Avec justement, effectivement, la confrontation de deux caractères opposés, avec le bébé qui vient de naître et toutes les interrogations de jeunes parents, quoi. Tout ça, ça a fait un petit peu une bombe à retardement, j'ai envie de te dire, parfois. Une grosse problématique, c'est que le bébé ne prenait pas de poids. Et donc, il en perdait. Et donc, à la maternité, on nous a grave stressé avec il faut qu'il mange, il faut qu'il mange, il faut qu'il mange. Et donc, Cindy faisait l'allaitement. Elle tenait absolument à faire au début un allaitement exclusif. Ouais. Donc, pas de souci, ça montait de lait. C'est fait quasiment dès le premier jour, deuxième jour. C'était fulgurant. Ça pourrait être un sujet d'un podcast, ça. Oui. Et, mais par contre, le bébé, il voulait pas prendre le sein, quoi. Il voulait pas prendre le sein, il voulait dormir tout le temps, il était KO, le pauvre. Il était fatigué, ouais. Les sages-femmes le forçaient à prendre le sein, il voulait pas. Donc, et il prenait pas de poids, et donc tous les jours on nous mettait la pression avec il faut qu'il prenne le sein, il faut qu'il prenne un bibi. Voilà, donc ça c'était super stressant. Donc quand on arrivait à la maison, on avait rendez-vous quasiment tous les 2 jours pour la peser, et on nous mettait grave la pression aussi, quoi. Donc ça nous a saoulés, et puis on savait pas si c'est nous qu'on faisait mal, ou si c'était normal, ou si c'est parce qu'il était fatigué. En plus, il avait une jaunisse, mais comme ils n'avaient pas assez de moyens, et ils ne m'ont pas soigné pour la jaunisse sous la lampe. Ouais. Parce qu'il y avait trop de monde, et lui, il était limite. Donc, du coup, il avait la jaunisse, il était grave fatigué, donc il faisait que dormir. Et du coup, ça lui prenait beaucoup d'énergie, la tétée. Mais on s'est aperçu après coup que Cindy n'avait pas forcément la dose de lait qu'il lui fallait. Du coup, c'était un cercle vicieux. Il s'épuisait à téter. Du coup, il avait besoin de plus dormir. Du coup, il récupérait pas. Et du coup, il perdait du poids, quoi. Donc là, c'était très stressant. D'accord. Il a traîné la jaunisse quand même un petit moment, il me semble. Ouais. Avant qu'elle soit entre guillemets détectée. Un mois, hein. Ouais, whisky, ouais, d'accord. Oui, elle n'a pas été, ouais, d'accord, détectée tout de suite. Ok, d'accord. Oui, pardon, donc, vas-y. pour moi, elle était très intense et très dure. Et surtout que il voulait tout le temps prendre le sein. Parce que sûrement qu'il devait pas être rassasié, quoi. Bah oui, ouais. Donc très rapidement, on a dû se rabattre sur un complément au biberon. D'accord. Et quand vous avez introduit le biberon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh il a bien pris le biberon, mais très rapidement, il a plus voulu du sein. Parce que le biberon, le ressenti qu'on a eu, c'est que le biberon, c'était beaucoup plus facile à prendre pour lui. Et il devait y trouver son compte. Donc il y avait une meilleure ration. Et du coup, il s'est détourné direct du sein. Et puis aussi, ma chérie, elle a pris un traitement à côté ou je sais pas quoi. Et ça l'a rendu malade. Du coup, ça a changé le goût de son lait. Et du coup, il a plus du tout voulu le sein à partir de là, quoi. D'accord, il a rejeté un petit peu le sein, quoi. D'accord. Ouais. Après, effectivement, il dormait beaucoup et puis avec la jaunisse qui l'épuisait, c'était pas forcément pour lui évident de pouvoir prendre le sein et de pouvoir justement, parce que plus il prend le sein et plus il tire, plus la lactation justement est favorisée. Donc c'était vraiment un cercle vicieux. Bébé fatigué par déjà la naissance, par la jaunisse, il stimule pas assez et à un moment donné, voilà quoi, la lactation aussi, elle en prend un coup, quoi. Ouais, il perdait du poids. En plus, il nous arrivait d'autres trucs, mais parce que là, en fait, c'est une succession d'instants présents depuis 4 mois, parce que là, il a 4 mois. Ouais. Et j'ai jamais pris le temps de me poser et repenser à ça. Ouais. Parce qu'on est tellement dans le rush depuis 4 mois que voilà, tu me replonges dans la situation, mais j'essaie de me rappeler, en fait. J'essaie de me rappeler, parce que c'est déjà... Il n'y a pas longtemps, mais c'est déjà loin, en fait. Ouais. En fait, c'est comme on dit, c'est ce qu'on dit aux futures mamans et aux jeunes mamans et aux papas. Tout passe. Sur l'instant présent, ça paraît hyper long, hyper intense, et ça l'est et aussi. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on oublie énormément et qu'on oublie super vite. Tu vois, il a que 4 mois.
et c'est déjà un effort pour toi de te rappeler de ce qui s'est passé il y a 4 mois. Alors que ces 4 mois, on se dit, ben, c'est pas si loin que ça, quoi. Ouais, et puis je me rappelle surtout l'histoire du tire-lait. Parce que comme on n'était pas sûr qu'il prenne assez, elle a voulu faire le tire-lait, mais c'était horrible. Le tire-lait, c'était super dur. Et elle tirait que 10 ml. On est passé plus d'une demi-heure. Elle était en pleurs. En plus, il y a eu certainement les hormones qui étaient à fond. Non, c'était le supplice pour elle. Moi, j'étais à côté et je faisais de mon mieux, mais ça a été très éprouvant pour la maman. Ouais. Et pour toi? Et du coup, très très éprouvant mentalement et physiquement, parce qu'il y avait aussi, fallait se réveiller plusieurs fois par nuit pour le sein. Et surtout pour la maman, quoi. Ouais. À partir du moment où il a pris le bébé, après j'ai pu prendre le relais et là c'est bon, elle a pu récupérer, mais je pense que Cindy était dans un épuisement qui faisait qu'elle pouvait même plus faire de lait, en fait. Oui, elle se, ouais. Parce qu'effectivement, ouais. Mais sauf qu'elle a craché son organisme et il s'est eu les fermeurs finalement. Ouais. En fait, oui, elle s'est donnée pour son loulou et c'est ce qu'on a toutes fait, c'est ce qui se passe, mais on se rend compte qu'effectivement, à un moment donné, ça devient un cercle vicieux. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te préserves pas, à un moment donné, tu peux pas non plus pouvoir donner aux autres, quoi. Pour pouvoir donner aux autres, faut effectivement toi aussi te préserver. Oui, grave, c'est la théorie de base. Hein. Commence par toi si tu veux pouvoir t'occuper des autres. Ouais, mais on oublie. Peut-être une femme, je sais pas, généralise peut-être, mais Cindy, elle a du mal à le faire. C'est-à-dire, elle va tout donner pour les autres sans penser à elle. Et malheureusement, du coup, elle va être moins efficace puisque comme elle sera fatiguée, elle pourra moins donner. Ouais, mais c'est propre à l'être humain. Alors effectivement, certains tempéraments ont plus cette facette, mais quand tu deviens maman, c'est souvent ça. On oublie vraiment, et pourtant on le dit en prévention. Effectivement, vous avez un bébé, c'est quelqu'un d'important, il n'y a pas de souci. Par contre, la personne la plus importante, c'est vous. Parce que si vous n'êtes pas en forme, bébé ne sera pas en forme. Si vous n'êtes pas bien, il ne sera pas bien. Bébé est une éponge émotionnelle également. Donc tout ce que vous ressentez, lui il le ressent. Même si on le cache, bébé le ressent, mais sans filtre, quoi. C'est pour ça qu'on insiste, que j'insiste vraiment quand j'accompagne les mamans et même les papas. Préservez-vous et vraiment ne pensez qu'à vous. Parce qu'en faisant ça, vous pensez au bébé par définition. Mais on a du mal, je pense qu'on a une jeune maman à se dire non, c'est d'abord mon bébé, je me donne tout pour lui, mais sauf qu'en fait, tu enlèves ta plus grande partie et il reste plus rien et bébé va mal, quoi. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est ça, et puis moi je l'ai fait aussi. Déjà, on s'est dit un truc, on s'est dit respect à tous les parents qui sont seuls. Parce que nous on était 2. Et moi, j'ai arrêté de travailler pendant 2 mois et demi. C'est-à-dire que tous les deux, on était à fond sur le bébé pendant 2 mois et demi. À temps plein. Et on était sous l'eau, quoi. C'est-à-dire, on se douchait plus, on mangeait sur le pouce, on se relayait, quoi, pour dormir. On était KO. Moi, j'ai arrêté le sport. J'ai tout mis entre parenthèses. On était full sur le bébé pendant 2 mois et demi. Ouais. Et on s'est dit, comment ils font les autres? C'est des machines. On était au bout de notre vie. Moi, j'ai perdu quasiment 10 kilos pendant cette période. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Donc, pareil, moi, j'ai voulu prendre le relais. En fait, la maman elle était ultra fatiguée. Du coup, à un moment donné, j'ai dû compenser pour qu'elle puisse se reposer parce qu'à la suite de l'allaitement, elle était rincée, quoi. Et après, pareil, moi aussi, j'en ai pris un coup, mon organisme. C'est vachement fatigué. Ouais. Si tu avais un conseil. Je suis pas lourd. Qu'est-ce que ça dit 10 kilos, on te voit plus. On me voit plus. Non, on voit que les joues creusées et tout, les cernes. Je savais que c'était l'épreuve. Je savais que c'était l'épreuve d'une vie. J'étais préparée. Ouais. Et j'ai 33 ans, donc. Heureusement que c'était pas à 23 ans, j'aurais pas eu la maturité et le mindset pour ça, quoi. Pour ça, ouais. Et si on t'avait averti, Tommy, en te disant, ça va se passer comme ça, ce sera comme ça, ce sera parfois bien, mais parfois dur, est-ce que ça aurait changé quelque chose ou est-ce que tu avais besoin de le vivre pour comprendre justement ce changement? De toute façon, on peut te l'expliquer toute une vie tant qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Et j'étais préparée, mentalement, j'étais préparée, que ça allait être super dur, machin. Mais le vivre, c'est encore différent.
Euh, Mais bon, comme j'étais préparée, ça allait quoi. En fait, dans ma tête, je me dis, bah, c'est un moment à passer. Ouais. Qui fait quoi. C'est le genre vaut la chandelle parce qu'au final, ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on voit le bébé sourire, quand on le voit rire, quand on le voit manger, quand on le voit content, bah en fait ça te donne la force. Ça te donne la force d'avancer et t'oublies tout. Et en fait, tout ce qui t'est arrivé, toutes les épreuves que t'as eues, juste là, un sourire de ton fils, et c'est bon quoi, t'es reparti quoi. Mm. Oui, Parce que l'amour que tu peux donner, ça vaut tout l'or du monde quoi. Mm. Franchement, je peux le refaire. Alors là, je ne referai pas coup sur coup là, 2 fois là, dans la foulée, hein, on va attendre un peu. Mais oui, ça vaut largement la chandelle. Je pense Voilà. que dans une vie, si c'est ton souhait d'avoir des enfants, fais-le, parce que sinon tu auras l'impression de passer à côté de quelque De chose. quelque chose, quoi. Mm. En fait, tout ce qui vaut la peine, bah, c'est dur et ça prend du temps, Ouais. mais ça en vaut la peine en Ouais. fait. Attention, tout, ouais. Tout ce qui a de la valeur prend du temps. C'est pas un long feu tranquille, On quoi. a tous les parents Mm. vont te dire ouais, c'est vrai que c'était dur. Bon, déjà, ils ont oublié super vite parce que tous ceux à qui on a posé la question, bah, en fait, ils se rappellent que c'était dur, mais au final, c'est juste un souvenir lointain. Mhm. Comme des choses hyper désagréables dans votre tête qui sont passées il y a longtemps, bah, c'était dur sur le moment, ça a été hyper dur sur le moment, mais aujourd'hui, bon, 10 ans après, on t'a juste le souvenir que c'était dur, quoi. Que c'était, ouais. Finalement, mais par contre, voilà, t'as ton fils qui est là. Ça c'est quelque chose. Ça, ouais, ça n'a pas de prix. Mais tu vois, c'est quand même intéressant ce que tu dis parce que pour des parents parfois qui sont en plein dedans, qui sont vraiment en train de, voilà, de vivre ce tsunami en fait d'émotions, quand on leur dit, mais en fait, ok, là vous vivez, là vous souffrez un peu parce que ben la situation elle est compliquée et ça faut être transparent avec ça. Quand on leur dit ça va passer, que tout passe, ben ils ont du mal à croire. Ils disent non c'est pas possible, ça va passer, je peux pas oublier parce que c'est tellement intense, c'est tellement dévastateur que c'est pas possible que je l'oublie, je m'en rappellerai toute ma vie. Alors tu vois, 4 mois après, toi, tu te dis déjà voilà, oui tout passe quoi et on oublie. Ouais, parce que je vais te dire, tu m'aurais posé la question il y a encore 2 mois. Je m'étais fait la promesse à moi-même que j'aurais pas de deuxième enfant. C'est vrai? Ah, je me suis dit, mais c'est tellement chaud. J'ai vu tellement ma femme souffrir, tellement le petit en souffrance. Moi, j'étais tellement en souffrance. Et notre couple, il a été mis entre parenthèses, en fait. Hein. Donc, en fait, tu oublies ton couple, tu t'oublies toi-même. Mhm. Toutes tes forces pour ce petit être qui est dépendant de toi et qui peut pas survivre sans toi. Et encore, voilà. Et franchement, je me suis dit non, en moi-même, je me suis fait une promesse, je me suis dit non, on n'en fait pas de deuxième, c'est On mort. fait, ouais, Je ne veux pas vivre ça. d'accord. Mais là, aujourd'hui, même si c'est encore plus dur, Mhm. aujourd'hui, on s'est habitué, on a pris un rythme. Tous les jours, il y a des nouveaux challenges, mais c'est plus pareil maintenant. Ouais, c'est. La miss, elle a récupéré, le petit, il va beaucoup mieux, il fait ses nuits. Mhm. Ouais, on n'est plus dans la même, on est moins dans la tempête. Je dis pas qu'on n'est pas dans la tempête parce que j'ai pas récupéré, j'ai pas récupéré ma vie d'avant. Il y a plein de trucs que j'ai encore mis entre parenthèses, mais je pense que petit à petit, on est en train de trouver, Votre équilibre? ouais, l'équilibre. La vie de couple, elle revient. Ouais. Là, je vais pouvoir me remettre au sport. J'ai repris le boulot. C'est pas pareil, c'est pas sur le même rythme, mais on est plus centré sur la famille, mais voilà, on trouve un équilibre qui est différent. Ouais, d'accord. Est-ce que tu pourrais, tu l'as un peu parlé, mais est-ce que tu pourrais, de manière précise, si possible, identifier qu'est-ce qui fait que, il y a 2 mois, tu te disais, mais plus jamais ça, soyons honnêtes, et aujourd'hui, pourquoi pas, ou peut-être un deuxième. Quel a été ton cheminement? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, t'es quand même plus serein qu'il y a 2 mois en te disant ok ça a été un passage voilà j'ai perdu des choses voilà ça a été compliqué mais c'est quoi d'après toi qui fait que aujourd'hui t'es serein, t'es dans la tempête mais moins dans la tempête et tu te dis pourquoi pas un deuxième enfant? C'est quoi qui a changé chez toi ou chez vous ou chez Juliane? Qu'est-ce qui fait justement que tu bascules en fait vers cette deuxième option où tu te dis non, c'est dur, mais on peut remettre le couvert. Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur ça? Ouais, c'est compliqué, mais je dirais déjà que c'est beaucoup moins dur. Donc on a l'impression d'avoir passé le plus dur de la tempête. Et Ouais. maintenant,
c'est qu'une période en fait où il faut serrer les dents, mais après il y a des éclaircies quoi. Et puis on s'aperçoit que l'amour qu'il nous donne ça vaut largement le coup quoi. Donc bien sûr on va y réfléchir à 2 fois et on va prendre notre temps. Mais déjà aujourd'hui on est des parents plus expérimentés. Il y a plein de choses qu'on ferait pas pareil si on avait un deuxième enfant. Et je pense que ça serait plus simple parce qu'on paniquerait moins, on aurait mieux les réflexes qu'on n'a pas eu au début, quoi. Ouais. Donc voilà, on s'organiserait mieux. C'est comme tout, de toute façon, la première fois qu'on fait quelque chose, on est vraiment désorganisé et on est dans la peur. Mais après, tout peut devenir une habitude. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de dire à un futur papa? Alors, pas un jeune papa, mais vraiment un futur papa qui t'écoute. Sans donner de conseils, qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu, par rapport aux 4 mois qui se sont écoulés? Alors, premier conseil en tant qu'homme, vraiment. Et premier conseil en tant que papa et en tant que compagnon par rapport à sa femme. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces papas qui t'écoutent, à ces futurs papas qui t'écoutent? Alors déjà, je vais te dire, en fait, ce que traverse ta femme, c'est un truc unique au monde. C'est effrayant, c'est dur, vraiment très très dur pour elle. C'est fatigant. Psychologiquement, ça va mettre ses nerfs à rude épreuve parce qu'en plus, elle va avoir des pics d'hormones, des baisses d'hormones, des crises de colère, des pleurs. Prépare-toi à vivre un truc unique au monde. Hein. Tu vas passer par l'enfer, mon gars. Mais il faut que tu sois là en fait, parce que c'est hyper important que tu sois là pour ta femme. Faut pas que tu sois spectateur, faut que tu sois acteur. Essaye de prendre des jours au moins, le plus que tu peux pour la soutenir, le plus que tu peux. Et elle te sera vraiment reconnaissant parce que on peut, même si t'es à côté, tu peux pas t'imaginer en fait ce qu'elle traverse. Quoi. Donc si t'es là, je pense que en fait être là à l'accouchement, être présent pour elle, être à son chevet, dormir avec elle la nuit, prendre le relais, au plus tu vas en faire, au plus tu vas consolider ton couple et plus tu vas l'aider à se remettre rapidement quoi. D'accord. Mais c'est là en fait qu'on va voir, c'est là où tu vois la force de ton couple en fait, parce qu'il va être éprouvé à une puissance nulle quoi. Exactement quoi. Si tu l'as vécu dans ta vie jusqu'à maintenant, tu vas comprendre que là c'est le niveau du dessus quoi. Mais voilà, en tant que père, je dirais voilà, faut que tu sois là, faut que tu rates aucun moment parce que même si nous on le prend un petit peu des fois à la légère, c'est ultra important pour la maman et pour le bébé. Tu crées un lien, tu crées des fondations hyper solides et pour eux aussi. T'oublies pas quoi, prends du temps pour toi. T'en prends beaucoup moins, réorganise ton temps. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas devoir arrêter momentanément, mais c'est pour le bien de ta famille. Donc voilà, tu t'organises différemment et voilà, quand même, pense bien à t'alimenter, essaie de dormir le plus possible parce que le super pouvoir des parents c'est être en forme. Donc là, c'est essayer de dormir le plus possible dès que tu peux, dès qu'il y a une sieste, dès que tu peux te relayer. C'est une course de relais en fait. Oui, c'est ça. Tu cours le marathon, tu te reposes, ensemble, parce que pendant qu'il y en a un qui s'occupe du bébé, l'autre il dort en fait. C'est ce qu'on a fait nous. Quand c'est pas la crise, parce que quand c'est la crise, il faut être deux. Ouais, les deux sur le front. Mais sinon quand ça va, voilà, c'est une course de relais. Tu cours et moi je me repose. Tu te dis écoute là ça va pas, il faut que j'aille marcher 1 heure quoi, parce que voilà, je prendrai le relais après, mais prends ton temps aussi pour te reposer parce que sinon tu tiendras pas c'est pas une course, c'est un marathon en fait. Exactement. Si je te dis que les mots, j'ai envie de dire pour résumer, ce serait chaleur, communication, compréhension, amour, partage, entraide, t'es d'accord ou pas? Ouais, je suis complètement d'accord. Et après il faut accepter quoi de passer par là. Il faut être dans l'acceptation, dans le lâcher prise. Bien, ouais, ça c'est important, ouais. Tu ne vas pas tout maîtriser, tu ne sauras pas tout sur tout. Suis ton instinct, prends les avis et fais de toi ton propre avis. Parce qu'en fait, tu vas entendre tout et son contraire. Tout et son contraire sur l'allaitement. Tout et son contraire sur le cododo, sur le portage, sur plein de trucs.
fais-toi ton propre avis parce que ton enfant, il est unique. Toi, t'es unique. Donc, que toi qui peut prendre tes propres décisions et voir ce qui lui convient le mieux. T'essayes. Et si c'est bon, bah tant mieux. Si c'est pas bon, tu changes, quoi. Tu t'adaptes. Voilà. Ne jamais rester statique et effectivement, voilà, se dire par rapport à ses valeurs, les conseils et notre vie, notre enfant, notre femme et nous, ben, toujours adapter et que ce soit en adéquation avec ce qu'on ressent surtout. Exactement. Et sois aligné avec tes valeurs, quoi. Fais jamais quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, même si c'est ton médecin qui te le dit ou je sais pas qui. Voilà. Il faut rester aligné. D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres choses à partager ou est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire? Je pense que là, tu as quand même bien résumé la place du père. Non, juste avant, si tu devais changer une ou deux choses, Tommy, par rapport à ce que tu as vécu en 4 mois, est-ce que tu aurais des choses à changer ou est-ce que tu dirais non, en fait, non, on vit et puis après on s'adapte? Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi? Ouais. Franchement, pour le deuxième enfant, je changerais plein de trucs. Si j'ai une baguette magique, je changerais plein de trucs. On n'aurait pas fait des erreurs sur l'allaitement. On n'aurait pas fait. En fait, on aurait évité plein de trucs qu'on sait aujourd'hui. Mais après, il faut le vivre, quoi. Donc, ça nous servira pour la prochaine fois. Voilà. Oui, si on pouvait, oui, il y a plein de trucs que je changerais, ça c'est clair. Quand on refait la scène, on a fait plein d'erreurs. Mais voilà, il faut se dire qu'on est des humains, on a le droit à l'erreur. Et il faut être bienveillant, mais c'est bien d'être bienveillant envers les autres, c'est la base, mais il faut être bienveillant envers soi-même. Voilà, et après, c'est aussi bien s'alimenter, pas oublier de manger, pour pas être trop fatigué et bien dormir. Voilà, rester sur les basiques, quoi, se recentrer sur les basiques. Voilà. C'est ça. Et tout ce qui est besoin de vitaux, ouais. Mais ah oui, c'est ça, parce qu'on se rend compte, on sait qu'il faut manger, se doucher, s'alimenter, enfin, éliminer tout, et pourtant on se rend compte que beaucoup de parents disent, ben j'ai pas le temps de manger, de me doucher, enfin voilà. Donc c'est qu'effectivement, alors qu'on sait que c'est un besoin vital, quoi. Et pas hésiter, en fait, mettre son ego de côté et pas hésiter à demander de l'aide. Oui. Il y a des parents, des amis qui sont proches, qui peuvent de temps en temps garder le bébé pour que vous puissiez faire une sieste, ou vous préparer à manger parce que pour que vous puissiez faire un vrai repas. Et ben en fait non, c'est se faire aider, quoi. Au mieux vous êtes entouré, au plus ça sera facile, en fait. Pour moi, ça sera difficile. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce qu'on dit, voilà, c'est devant le postpartum. Créez votre village, qui soit professionnel, qui soit familial, qui soit amical, mais créez votre village pour justement pouvoir avoir des relais dans tous les domaines et ne pas avoir peur de demander de l'aide. C'est pas évident, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est justement être bienveillant avec soi. C'est voilà, c'est anticiper, quoi. Moi, voilà, le mot de la fin, ce serait en fait, on pense souvent que l'enfant c'est l'affaire de la femme, mais en fait pas du tout. On est un couple, on est une famille. Enfin, moi, ma vision, c'est de la même manière que la mère, le père, il doit être là, il doit être présent, il doit être capable de tout faire. Le seul truc qu'on peut pas faire, c'est donner le sein, mais allez, tu peux donner le biberon, tu peux donner le bain, tu peux changer la couche. Activement. Et en plus, voilà, c'est un vrai métier d'être parent. Aujourd'hui, ma femme, elle s'occupe de mon fils pendant que moi, je pars au travail. Mais en réalité, des fois, je me dis, waouh, ok, elle a fait une journée, elle n'a pas été rémunérée pour ça. Mais je pense que sa journée a été plus dure que la mienne, quoi. Donc, faut vraiment donner de la reconnaissance et de la considération à la maman. C'est pas normal, en fait, ce qu'elle fait. C'est top ce qu'elle fait, quoi. Donc il faut lui dire le plus possible. Et moi, je lui dis à ma femme, je suis très très fière d'elle, de ce qu'elle a accompli, dans son état de fatigue, avec les efforts qu'elle a fournis, avec les difficultés émotionnelles que ça comportait. Je suis ultra fière de comment elle a géré les choses. Et je lui dis, parce que je pense que je ne l'ai pas assez dit. Voilà. Et donc, j'aime mon fils, j'aime ma femme. Si vous écoutez ce podcast, je vous aime tous les deux et c'est vraiment que du bonheur. Ok. Moi, je vais juste te dire un seul mot de la fin parce que tu as tout dit. Merci beaucoup. Merci pour la dernière, pour tout, Tommy, mais merci pour, en tant que maman, donc ça me touche énormément. Pas la reconnaissance parce que c'est pas ce qu'on recherche, mais d'avoir traduit un petit peu ce que nous, parfois, on attend, de se dire, voilà, ce qu'on fait, c'est normal peut-être, mais c'est un vrai métier, c'est une vraie responsabilité, c'est pas anodin comme certains peuvent penser. Donc merci beaucoup pour
ces gentils mots pour ta femme et je pense pour toutes les femmes qui écouteront également ce podcast. De rien, ça m'a fait plaisir. Bon, mais merci beaucoup Tommy. Je pense que là on va s'arrêter là. On a fait le tour. Peut-être que je pense qu'on fera d'autres podcasts parce qu'il y a encore d'autres sujets qu'on peut aborder. Je t'embrasse très très fort et je te dis merci et puis à très très bientôt. À bientôt, je t'embrasse. Ok, ciao.